En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Ferrari, le numéro 212, avec une question de Rémi Caillol, patriote de longue date. Ceux qui ne respectent pas le matériel obligatoire sont-ils des tricheurs? Alors, on pourrait y répondre très facilement en disant bah oui. Voilà, et ça s'arrêterait là. Mais on va regarder un petit peu l'anecdote de Rémi et pourquoi ceux qui ne respectent pas sont vraiment des tricheurs. C'est comme ça, alors c'est sûr, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a jamais mort d'homme. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on dépaisse quelqu'un sur la place publique? Tu vois qu'avec un couteau, on lui arrache la peau devant les yeux de sa famille sur la place publique pour qu'on dise c'est grave. Non, je pense qu'on peut commencer à respecter la loi un petit peu avant. Et vous allez voir la démonstration dans ce podcast. Quelques news avant, en remerciant bien sûr les nouveaux patriotes et ceux qui ont renouvelé l'abonnement. Je pense à Eric Ferry, Étienne Valette, et puis bienvenue Philippe Briac qui avait dû être là aussi à un certain moment, qui revient, Solène Lelièvre, Bart et nouveau de chez nouveau, Cédric Rémo. Voilà pour les nouvelles têtes sur le Patreon. D'ailleurs, vendredi, c'est un des articles les plus attendus, ce vendredi, avec ma préparation pour le trail du Saint-Jacques. Préparation, alors, non pas l'entraînement, parce que ça, suivant vos emplois du temps, votre pédigré sportif, etc., par exemple, si demain François Den vous partage son entraînement, ça sert à rien, parce que vous n'allez pas pouvoir le copier. Donc finalement, c'est une information inutile. Par contre, les ravitaillements, pourquoi on fait ça? Ça peut toujours vous servir, d'autant plus que là, il y a des stratégies, parce qu'il y a beaucoup de ravitaux, mais néanmoins, il y en a deux qui sont un peu éloignés des autres, où on va devoir gérer un peu tout seul. Donc il y a pas mal de billes. Et puis surtout, l'étude du roadbook, comment j'arrive à faire des temps de passage comme ça. Alors en fait, ce que je dis dans l'article de vendredi, c'est que je m'aide du suivi coureur de Lifetry, parce que je connais pas le parcours là pour le coup. Mais finalement, je le réoriente parce que, par exemple, je trouve qu'il fait partir beaucoup trop vite et qu'il fait finir beaucoup trop doucement. Donc je m'en aide, je m'en inspire et je le réoriente. Et puis voilà. Enfin, c'est à découvrir ce vendredi. Voilà, pourquoi je prends ceci, cela. Est-ce que c'est du ravitaillement que j'avais déjà testé auparavant? Voilà. Et lundi prochain, la revue de presse, ce sera la 63e. Alors ça parlera des courses du week-end, comme le week-end dernier. Là, on aura le trail du Saint-Jacques, qui est un deuxième événement UTMB en Europe, et qui, comme le premier, malheureusement, n'a quasiment aucune réaction, de la part des coureurs entre guillemets élites. Alors c'est bien, ils vont au Lavaredo, mais il y a 3 places qualificatives au Lavaredo et au Saint-Jacques aussi, et c'est quand même beaucoup plus facile, on va pas se mentir, de se qualifier au Saint-Jacques qu'au Lavaredo. Moi par exemple, si j'ai pas de soucis particuliers, voilà, je finirai dans le top 3, c'est comme ça.
Tandis qu'au Lavaredo, pour finir dans le top 3, je pense que j'en ai pas les moyens physiques, à moins de sortir une course vraiment exceptionnelle. Voilà. Donc, ben voilà, on a des jambes, mais on n'a pas forcément une tête. Et puis, revue de presse, bah, toutes les courses du week-end. Il y a une petite course très sympa, là, le trail du Montgrel, chez nous en Savoie, qui vous fait monter bah, au Montgrel, justement. Il y a très très peu d'inscrits, donc si vraiment vous habitez pas très loin et que vous avez rien prévu ce dimanche, vous avez un très beau 30 km d'organisé avec un point de vue au sommet qui est quand même assez incroyable, puisqu'il vous offre la vue sans bouger la tête. Hein. Vous voyez à gauche le lac d'Aiguebelette et à droite le lac du Bourget, qui est quand même... voilà, c'est quand même joli. Sinon, eh bien, sur mon site internet, il y a toujours, bien sûr, le forum, ça c'est pour les patriotes, la boutique, la boutique c'est ce que j'ai appelé l'armurerie, ça c'est un peu pour tout le monde aussi, voilà, si vous voulez découvrir des chaussettes made in France avec la chaussette de France, les bonnets, les t-shirts made in Europe, avec Brobeck, c'est très très rare hein, le made in Europe. Faites l'expérience, allez voir votre t-shirt North Face, votre t-shirt Salomon, votre t-shirt, voilà, prenez une grande marque et puis vous regardez. Bah, c'est made in Taiwan, voilà, donc c'est un peu, bon, un peu dommage pour l'instant. Mais voilà, bah là, Brobeck a le mérite de faire du Made in Europe, donc pour ceux qui veulent le découvrir. Et puis, bah, les casquettes, alors que là, pour le coup, sont en matière recyclée, mais faites en Chine, malheureusement, bah là, le savoir-faire n'est pas venu jusqu'à l'Europe pour faire des casquettes en matière recyclée. C'est aussi le problème des t-shirts, par exemple, qui ne sont pas made in France. Parce que vous n'avez pas d'usine en France suffisamment grande pour permettre une grosse production. Donc c'est pas que les dirigeants d'entreprise en ont rien à foutre du Made in France, c'est juste que aujourd'hui, si vous voulez faire une grosse production de t-shirts en France, en fait, il n'y a pas d'usine. Donc je le dis, si un riche investisseur m'écoute, j'en doute quand même un petit peu, ben, créer une usine de textile en France, tu vois, avec des Français qui vont tisser des t-shirts, et vous aurez beaucoup de demandes parce qu'il y a des entreprises qui attendent. Il y a des entreprises, des marques de textiles qui attendent, qui pour l'instant bah, travaillent en Europe, dans d'autres pays de l'Union Européenne, mais en France, bah, point d'usine malheureusement suffisamment grande pour... Alors vous avez des ateliers, hein, des petits ateliers qui vont pouvoir vous faire quelques t-shirts, des choses comme ça, mais malheureusement, bah, pas d'usine assez grande pour le faire voilà, quand il y a une vraie demande en face. Quoi. Et vu qu'on est beaucoup de trailers, il y a une grosse demande. Donc ces casquettes, ouais, bah recyclées, hein, tu vois, donc voilà, c'est du plastique recyclé pour le filet derrière, le coton, le poly, tout ça. Là. Mais bah, malheureusement, on ne peut pas les faire en Europe, il n'y a pas le savoir-faire pour la culture du recyclage. Donc c'est vrai que la Chine est le pays le plus polluant, hein, bah, de loin hein, quand même. Mais ils se cassent un peu la tête pour trouver des solutions. Alors vous me direz, bah oui, mais ils continuent à polluer. C'est vrai, il y a une ambivalence, mais bon. Gardons le négatif, mettons le négatif de côté, gardons le positif. Ces gens-là savent faire très très beaux trucs en recyclé. Hein, pour ceux qui ont déjà commandé ma casquette, bah, c'est quand même une qualité assez exceptionnelle. En général, si vous en avez d'autres marques, ça, voilà, vous allez tout de suite voir la diff. Euh, Et puis le logo, on a pu le faire broder par contre à Annecy. Mais voilà, on n'a pas encore ramené le savoir-faire du travail de la matière recyclée en Europe. Peut-être, je ne me suis pas du tout penché sur la question, je lance ça comme ça, peut-être On, qui propose des chaussures réutilisables, commence à avoir ce savoir-faire. Mais voilà, On ne faisant pas de casquette, on est sur un autre domaine en fait. Que dire de plus sur mon site internet? Bah, il y a aussi les animations où je serai présent, mon calendrier. Ça s'appelle Campagne du Duc, calendrier. Voilà, si vous voulez commander des bières de récup et que je vous les livre avec 0 € de frais de port, bah c'est l'occasion. Voilà, comme ça vous avez aussi des bières de récup avec un impact carbone zéro, puisque bah je vous les ai emmenées pendant mon trajet vers une animation, donc de toute manière, j'allais faire ce trajet, alors autant que ma voiture soit pleine à craquer, tu vois, c'est pour ça aussi que je propose souvent du Blablacar, des choses comme ça. Plus la voiture est complète, mieux c'est. Et bah, en parlant de speaker, vous le verrez en allant dans cet onglet campagne,
Je serai à Samoin. La Samoin, c'est un très très gros événement sur 3 jours, du vendredi soir au dimanche midi, on va dire, avec un ultra trail particulièrement montagneux. Et Samoin met vraiment le paquet. Je pense que c'est la course qui dépense le plus d'argent pour le plaisir des coureurs. Alors, je vais m'expliquer. Vous avez un sonorisateur qui est tout à fait exceptionnel à Samoin. Euh, vous avez, euh, vous avez les meilleurs scoristes avec Mountain Medic Secure. Vous avez 4 speakers. À aucun moment, il y aura 4 speakers, ouais, pardon. C'est quand même assez exceptionnel. Toujours 2 personnes en permanence. Moi, je serai en plus sur le live en cabine, donc vraiment, que ce soit pour les coureurs, donc pendant la course, au départ, que ce soit pour les suiveurs, vous allez avoir des super images, et puis vraiment tout le temps, une sacrée ambiance. Bon, je pense que c'est comme d'hab, le samedi soir, il va y avoir un groupe de musique aussi. Enfin, voilà. Super ambiance festive autour du village. Donc, c'est aussi à souligner hein, quand une organisation met autant d'argent dans l'animation. Leur course, elle est propulsée sur Lifetry. Ça, pareil, hein, ça a un sacré coût hein, de mettre sa course sur Lifetry. Donc voilà, il faut saluer cette organisation là du l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Et même s'il y a de nombreux coureurs, c'est un très gros événement, il y a encore pas mal de dossards disponibles pour celles et ceux qui le souhaitent. Et les distances, bah, vous avez la maxi boucherie hein, de 120 km et quasiment 10 000 mètres de dénivelé, donc là, l'horreur absolue du Parisien. Puis vous allez jusqu'à des trucs un peu plus soft sur 12-15 km. Voilà, vous avez vraiment de tout. Ça continuera après, hein, vous le verrez dans l'onglet campagne avec le Grand-Duc de Chartreuse que je vais animer aussi. Bref. Et puis pour la partie athlète, bah là c'est le trail du Saint-Jacques hein, qui nous occupe à suivre via le chronométrage Live Trail et donc via l'application Live Info. Voilà, bah, je pense que j'en ai fini pour l'introduction. Ah non, j'ai une super nouvelle. Ce n'est jamais arrivé encore, je crois. J'ai eu des commandes sur mon site internet, voilà, donc plusieurs paires de chaussettes ou casquettes. Puis ça montait à 60, 70 euros peut-être parfois. Pour toute commande au-dessus de 100 euros, si jamais il y en a un qui veut refaire sa garde-robe, j'ai un super goodies. Un truc qui devrait vous régaler. Ouais. Ah là, on a fait ça avec un copain. J'ai mis un peu la main à la pâte. Très beau goodies. Voilà. Bon, ça va pas vous rembourser vos 100 euros, hein, mais je pense que ce sera un joli cadeau pour le geste et vous saurez l'apprécier. Bref, passage maintenant au podcast. Parlons un petit peu de nos amis tricheurs. Donc, Rémi était allé faire le, c'est pas le grand parcours, il y a un parcours qui est un peu plus long, mais le 78 km du Festa Trail du Pic Saint-Loup. Une course que j'avais animée en 2017 qui est très jolie, très sympa. C'est à quoi une demi-heure au-dessus de Montpellier. Il fait très chaud, il y a beaucoup de cailloux. Bon voilà, c'est le sud quoi. Et donc là, 78 km, 3400 mètres de dénivelé, parcours plutôt homogène, sympathique. Et départ à 7h du matin, et puis la barrière horaire était à 1h du matin, le lendemain. Donc, potentiellement, le dernier allait faire 18 heures de course. Au niveau du matériel obligatoire, on leur demande, ça m'a un peu étonné, peut-être Rémi a oublié de me narrer, je suis pas allé voir le règlement, il a peut-être oublié de me narrer des composants. On leur demande un coupe-vent, une seconde couche, un pantalon collant, bon c'est un peu excessif, et deux frontales, alors pareil c'est un peu excessif, avec pile de rechange. Moi ce qui m'interpelle c'est qu'on leur demande pas de sifflet, de couverture de survie et de téléphone portable. Ce qui est quand même la base, parce qu'en fait, si vous voulez, le matériel obligatoire, alors il peut être là pour pallier un problème météorologique, mais surtout,
son intérêt, là où on est sûr qu'il va servir, parce que le problème météorologique, bon, on n'est pas sûr que ça arrive. Là où il est sûr qu'il va servir, c'est pour un coureur blessé. Et ça, on en a à chaque course. Et donc, le coureur blessé, pour attendre les secours de manière confortable, il faut qu'il s'enroule dans sa couverture de survie, parce que certes, il a chaud, mais rapidement, sa température corporelle va tomber. Bon, sauf si c'est une journée canicule, hein, bien sûr, évidemment. Mais globalement, s'il fait un peu frais, qu'il est dans la forêt, il faut qu'il s'enroule dans sa couverture de survie. Téléphone portable pour signaler où est-ce qu'il est. Appeler le PC course qui lui va relayer au secours. Euh, Et le sifflet, en fait, c'est si vous débaroulez un peu plus loin d'un chemin, voilà, vous tombez, vous faites des roulés-boulés, malheureusement vous sautez un peu une falaise, bon vous n'êtes pas mort, mais vous êtes pété la jambe ou un truc comme ça, vous gueulez pendant 15-20 minutes et en fait au bout d'un moment vous avez la voix qui est coupée et là bah vous pouvez plus gueuler, donc les gens vous trouveront plus. D'où le sifflet. Et quand on me l'a expliqué, j'ai trouvé ça pas con. Donc voilà, bon ça, je sais pas, Rémi a peut-être oublié de me le mentionner, mais c'est quand même bizarre que ce soit pas demandé. Revenons maintenant sur le coupe-vent. Bon, le coupe-vent, quand on te demande de le prendre, tu le prends, tu vois. Là, j'ai une veste Scott que je me traîne depuis 2019. Elle fait 100 grammes. Elle coupe du vent, elle est 10 000 Schmemberley, là, je sais pas quoi, là, pour la... voilà, elle est déperlante, il y a une capuche, il y a tout ce qu'il faut, elle fait 100 grammes. Une seconde couche. Bon, là, tu sais, une fois que t'as mis ton coupe-vent par-dessus ton t-shirt, alors tu me diras, oui, mais pour attendre les secours, ton t-shirt il est mouillé, donc vaut mieux l'enlever, mettre ta seconde couche et mettre ton coupe-vent par-dessus. Ouais, c'est pas con, je l'entends. Donc une seconde couche, ben voilà, vous prenez un maillot de corps, vous prenez voilà, un petit truc qui colle un peu à la peau, qui est un peu technique pour vous tenir chaud, puis par-dessus la veste, puis voilà, vous êtes coupé du vent, vous avez quelque chose de sec, et puis c'est réglé. Et le pantalon collant, alors là, bon, là, putain, le pantalon collant, quand même, en mai, une demi-heure au-dessus de Montpellier, là, voilà, clairement, ce, ce point du matériel obligatoire, et on peut quand même franchement le discuter, parce que un collant, faudrait chercher hein, dans les stats, mais quand est-ce qu'il a fait moins de 15 degrés au-dessus de Montpellier fin mai, quoi. Même la nuit, ça arrive pas. Et puis deux frontales, bah c'est un peu excessif parce que une frontale suffit largement. Pourquoi deux frontales? Les coureurs, ils vont avoir la nuit de 22 heures à 1 heure du matin, ça fait 3 heures de nuit. Bah une frontale. Une frontale avec pile de rechange. Pourquoi obliger les gens à prendre deux frontales? Ça, pareil, je comprends pas trop. En fait, là-dessus, moi je comprends même pas pourquoi on oblige la frontale. Parce qu'il y a des coureurs qui vont finir 2 jours. Bah, il y en a même d'ailleurs, pour finir 2 jours, il faut mettre moins de 14 heures. Ouais, encore. Moins de 15 heures. 15 heures pour faire 78 km et 3400 mètres de dénivelé. Bah, vous avez quand même une grosse partie du peloton, peut-être la moitié. Donc finalement, c'est même pas une mesure élitiste de dire qu'on ne rend pas obligatoire la frontale. Ce serait élitiste s'il y aurait 3% des coureurs qui arriveraient 2 jours. Là, tu dirais, ah ouais, mais du coup, vous favorisez les 3% qui arrivent 2 jours. Là, avec 15 heures de course de journée, ceux qui vont se taper les 3 heures de nuit, c'est pas la plupart du peloton. Puis surtout, c'est globalement de leur faute quand même. Donc, ouais, imposer la frontale, enfin surtout deux, hein, bon, c'est un peu. Je vois pas trop l'intérêt. Puis après, vous allez me dire, ouais, mais s'il y en a un qui en prend pas, puis il se fait mal, et puis du coup, il finit une nuit. Ah bah, ah bah oui, mais mon pote, c'est un peu sa faute, quoi. Tu sais, à un moment donné, les gens, ils sont là, faut leur tenir le zizi pour pisser. Bah non, 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 tu prévois, quoi. Tu sais, t'es un peu juste. Tu te dis, ouais, putain, moi je pense que je vais finir à 21 heures. Du coup, si je prends une hypo et tout et que je finis à 22h30, merde, c'est la nuit. Et là, tu choisis de pas prendre ta lampe. Bah, t'es un inconscient. Donc après, t'es puni. Hein. De nuit, tu vois rien. Voilà, t'es puni. Voilà.
T'es auto-puni en fait, il n'y a même pas besoin de mettre de règles. C'est la sélection naturelle. Et ça, c'est très très bien, ça marche très bien. Mais, et je le répéterai plus tard dans le podcast, la course a publié un règlement. Le règlement, il est ce qu'il est. Tu peux en débattre, tu peux faire des heures de philosophie derrière. Si tu achètes ton dossard sur la course, tu acceptes le règlement. Alors après, t'as le droit de dire ouais, non mais ça, je pense qu'il faudrait le changer, ça, ceci, ça, cela. Mais le jour J, tu obéis au règlement. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de... C'est binaire en fait. C'est simple. Et souvent dans la vie, c'est simple. Donc, après coup ou avant coup, tu peux débattre. Ouais, non, mais ça, machin, je pense que. Ou après la course, bah, vous voyez, en fait, ça servait à rien, peut-être, machin, bidule. Ah, par contre, ça, vous l'avez oublié. Mais, les organisateurs, c'est leur course. Ils l'organisent. Ils ont publié un règlement. En prenant ton dossard, tu l'as signé comme quoi tu l'acceptais, donc tu le respectes. C'est tout. Et donc, Rémi me dit, sachant que j'allais arriver avant la nuit, sans pluie et par 30 degrés, j'ai bien évidemment râlé, oui, bah ça je te comprends, mais je me suis plié à la règle. Voilà, c'est ça. Il y a une règle, on la suit. Elle est peut-être bête, mais c'est celle qui a été publiée par l'organisateur. Et puis toi, tu la trouves bête, mais quelqu'un d'autre la trouve intelligente. Voilà. Donc, il y a quelqu'un, il y a une autorité qui a tranché, qui a publié un règlement, et en venant, bah tu l'acceptes. Après, pourquoi pas faire un mail sympa à l'organisation en lui disant bah bonjour, je vous remercie de votre événement, c'était très très bien organisé. Voilà, il y a un petit point, peut-être vous pourriez modifier, moi j'ai pensé à ça, je vous soumets l'idée, faites-en ce que vous voulez, voilà. Et ça, moi quand je le reçois du Trail Niveau Les Revards, donc là j'ai fait un petit questionnaire. Bon, sur 1200 coureurs, il y a 78 personnes qui m'ont répondu, donc bon voilà, je pense que globalement les gens n'avaient rien à secouer. Mais Mais au moins, j'ai des idées. Alors, j'ai des idées débiles, mais j'en ai d'autres intelligentes. Ah, j'en ai plus de débiles que d'intelligentes. Mais néanmoins, voilà, je suis content de voir quelqu'un s'exprimer. Alors après, bah, souvent, je donnerai pas suite, hein, parce que quand on me demande de délocaliser le départ, vous doutez bien que bah, ça va être un grand nom, hein. Puisque sinon, ça s'appelle plus le Trail Niveau Les Revards, enfin, c'est pas depuis Vauglan, quoi. Mais voilà, vous pouvez écrire à l'organisation pour lui suggérer des trucs, mais toujours gentiment, en soulignant aussi les bonnes choses qu'elle a faites, parce qu'elle en a tout le temps. Et donc ce que Rémi a observé, ce qu'il a un peu fait tiquer, c'est que dans la tête de course, visiblement, les gens étaient peu chargés. Et il suppose donc que certains aux avant-postes n'avaient pas le matériel obligatoire. Ils enfreignaient la loi. Les règles, pardon. Alors ça, Rémi, il faut se méfier parce que un coupe-vent, une seconde couche, un pantalon collant et deux frontales, moi je te les mets sans aucun souci dans un sac à dos 4 litres. Et en plus, si je les plie correctement, que je les range correctement, que je ferme bien la poche, franchement, mon sac, il paraît vraiment pas gros. Donc méfie-toi, en plus si le mec avait une ceinture, tu vois, peut-être il avait mis la frontale dans la ceinture. Voilà, faut pas tout de suite incriminer les gens, même si c'est très probable que certains n'aient pas tout pris. Voilà, faut toujours être mesuré. Et donc Rémi me dit, bah ouais, mais s'il a rien, s'il lui arrive quelque chose dans la pampa, il sera pas équipé pour, et il met l'organisation en porte-à-faux par rapport à la préfecture. Ouais, ça je sais pas trop. Déjà, sachez-le, si vous vous blessez sur une course, c'est pas de la faute de l'organisation. C'est vous, tout seul, qui avez fait une connerie. Vous avez fait la connerie tout seul, donc maintenant vous vous démerdez. Par contre, là où vous avez de la chance, c'est que la connerie, vous l'avez faite sur une compétition qui est organisée par des gens qui ont mis en place des secours. Donc vous allez pouvoir solliciter les secours. Mais les secours ne sont pas vos esclaves. D'accord ? Eux, ils sont là, c'est leur travail, ils vont faire leur job du mieux qu'ils peuvent. Mais les secours, ce ne sont pas vos esclaves. Donc vous allez prendre votre téléphone, vous êtes blessé, vous prenez votre téléphone, vous appelez le PC course,
Le PC court se transmet au secours et les secours arrivent. Et si vous êtes loin, bah, ils vont mettre du temps à venir. Si vous êtes prêt, ils vont venir vite. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Mais à aucun moment, les secours ont l'obligation de vous dépanner en moins de 3 minutes 30. À aucun moment. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous avez choisi de faire une compétition, vous étiez entraîné, pas entraîné, vous êtes allé trop vite, pas assez vite, vous êtes tombé, vous êtes fait mal. C'est uniquement votre faute. Donc là, il y a des gens qui vont venir vous aider, mais c'est un petit peu un droit parce que vous avez payé votre dossard, mais néanmoins, ils font leur maximum. Parce que vous avez fait une connerie, donc eux, ils sont là pour réparer votre bêtise. Comprenez ? Vous êtes allé trop vite dans une descente, vous vous êtes accroché le pied parce que vous étiez au-delà de votre capacité du moment, vous tombez, vous vous ouvrez un petit peu l'arcade sourcilière. Si vous êtes à 2000 mètres d'altitude dans un single track, eh bah oui, vous allez attendre les secours une bonne heure. Et vous allez saigner. Donc il va falloir vous mettre un truc sur la tête pour attendre. Il n'y a pas un hélico qui va décoller, qui va arriver tout de suite. Donc, la personne qui fait le choix sciemment de ne pas prendre le matériel obligatoire, en fait, elle fait le choix d'amplifier la situation de danger qu'elle peut vivre. Et à ce moment-là, il faut qu'elle ait suffisamment d'honneur personnel pour accepter de se démerder toute seule. Par exemple, si un coureur se fait mal et qu'il n'a pas son téléphone portable pour appeler, à aucun moment, il faut qu'il se plaigne que les secours soient pas venus assez vite. Parce qu'il serait venu plus vite si la personne avait appelé tout de suite. Là, le gars, il va devoir faire quoi ? Il va devoir arrêter un concurrent. Le concurrent, il va l'emmerder. Le mec était dans sa course. Il va devoir sortir son téléphone, appeler les secours. Et les secours vont arriver. Donc le mec, il baisse la tête. Il fait profil bas. Et il n'y a pas de souci. Si le gars, il commence à râler ceci, cela, alors qu'il n'avait pas le matos, dehors, blacklisté. Dès qu'on voit son nom sur une orga, on refuse le dossard. La petite liste noire, faut vraiment qu'on la fasse, ça. Après, voilà, faut jamais... Même moi, je me suis fait mal à La Réunion, donc je... Là, on pourrait dire que c'était un petit peu la faute de l'organisation, mais finalement, c'est moi qui suis tombé tout seul. J'arrive à Nedbeu au ravito, kilomètre 40, je repars, il y a une grande piste forestière, je suis la piste, à un moment donné, elle dévie un peu sur la gauche, elle descend, et là, patatras, on arrive face à un buisson, il n'y a plus de piste forestière. Je me dis, merde, on n'est plus sur le parcours. Je remonte, et j'étais pas loin, j'étais à moins de 2 km du ravitaillement. Je croise des gens qui descendent, ils me disent, non, mais j'ai vu des balises il y a pas longtemps, à La Réunion c'est toujours comme ci, comme ça, gna 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 gna. Bon, je donnerai pas le nom de la personne très sûre d'elle qui m'a dit ça, mais bon, c'était une énorme connerie de sa part, donc voilà, la prochaine fois, ferme ta gueule, ça fera du bien à tout le monde. On redescend, on constate que non, c'est pas là, on remonte. Je suis perdu, je cherche mon chemin, je tourne la tête dans tous les sens avec la frontale. On est sur une grosse piste forestière et à un moment donné, il n'y a plus de balisage. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y avait un petit sentier qui partait à droite. Mais alors là, pour le deviner, fallait être costaud. Dans les arbres en plus. Et en fait, en cherchant mon chemin sur cette piste forestière, donc je regarde à gauche, je regarde à droite avec ma frontale, et à un moment donné, je m'accroche les pieds sur un caillou, je tombe. J'étais en train de regarder, je sais pas, à gauche ou à droite, donc je tombe de tout mon poids en avant, et je tombe genou plié sur un autre caillou, et donc ça me fracture la rotule en deux, l'os se sépare en deux, il y a un trait de fracture verticale extrêmement net. Et là, on pourrait dire, ah, mais c'est l'organisation, quelle bande de salauds, ils ont mal balisé. En plus, je les avais appelés pour leur dire, ouais, venez nous aider, on est perdus, les mecs, ils répondaient pas. Donc tu peux dire, ouais, l'organisation, des charognards, saligots, mise en danger de la vie d'autrui, patati, patata. Mais le fait est que je suis tombé tout seul. C'est moi qui ai paniqué, qui ai regardé à gauche, à droite, en m'inquiétant de partout, et qui n'ai pas regardé là où je mettais les pieds. Parce que je voulais pas perdre trop de temps, donc je continuais à trottiner un petit peu en regardant où était mon chemin. Je cherchais, comme voilà, tous ceux qui m'écoutent et qui sont déjà perdus une fois, vous voyez quelle situation je suis en train de décrire. Vous savez plus ce que vous faites, vous êtes un peu paniqué, vous dites merde, je suis plus sur le chemin, putain, comment je vais le retrouver et du coup, vous cherchez dans tous les sens, et puis en fait, vous regardez pas où vont pieds. Et là, malheureusement, j'ai accroché le mauvais caillou, je suis tombé avec la mauvaise position sur le mauvais caillou et je me suis pété la rotule. Mais en quoi l'organisation est responsable de ça, quoi ? Et puis, qu'est-ce qui me dit qu'en fait, s'ils auraient bien balisé, je serais pas tombé plus loin ? Voilà, c'est dur à dire.
Donc, même si je leur en ai voulu un petit peu de ne pas avoir bien balisé, vous ne m'avez pas vu leur envoyer des messages d'insultes, vous ne m'avez pas vu leur foutre tout sur le dos. Par contre, c'est vrai que dès que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu penses du Grand Raid de la Réunion, bah, je lui réponds faut quand même aimer la course d'orientation parce que c'est pas simple. Mais à part cette petite tique, qui en fait est assez vraie, puisque l'année d'après les gens sont perdus, l'année d'après les gens sont encore perdus, etc. Il n'y a pas, il a pas non plus trop à regretter. Du coup, ouais, est-ce que ça met l'organisation en porte-à-faux par rapport à la préfecture? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas si un juriste nous appelle. Est-ce qu'un coureur qui n'a pas le matériel obligatoire sur une course et qui se fait mal, enfin qui meurt, voilà, un coureur qui meurt sur une course, c'est sa faute, il n'avait pas le matériel obligatoire, il meurt, parce que je sais pas, bon, j'imagine pas trop la situation, mais est-ce que l'organisation est responsable parce que c'est lui qui a pas pris le matériel obligatoire vu qu'il a signé le règlement? Est-ce qu'il n'était pas obligé de le prendre et vu qu'il l'a pas pris, est-ce que ça n'annule pas son assurance? Je sais pas. Est-ce que quand tu respectes pas les règles, ça dédouane l'orga? Moi, j'en suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens qui font des bêtises ne sont plus punis en fait. Maintenant, on punit les gens qui n'ont pas empêché les gens de faire des bêtises. C'est quand même très curieux. Alors que normalement, celui qui fait une bêtise, on lui met une énorme sanction dans la tronche, ça fait peur à tout le monde et les autres ils respectent la loi. Mais là, tu vois, on va aller, même si le coureur se met en danger volontairement, on va aller chercher des poux à l'organisation. Alors est-ce qu'après, qui aura raison? Bah ça, voilà, encore une fois, je le sais pas. Mais je trouve cette démarche un peu ahurissante de pas assumer sa connerie, quoi. Après, voilà, est-ce que l'orga est obligé de contrôler le matériel? Ça fait chier tout le monde. Il faut le dire. Ouais, c'est un gros mot, mais il faut le dire. Quand il y a un contrôle du matériel obligatoire, c'est une horreur. C'est invivable. Vous alliez chercher votre dossard pour l'UTMB en 2019, si vous aviez de la chance, vous faisiez la queue pendant plus d'une heure. Il faisait chaud, vous étiez debout, vous aviez votre ultra trail le lendemain, vous avez tout sauf envie de faire la queue pendant plus d'une heure pour montrer votre veste avec la capuche à une bénévole qui visiblement n'a pas fait de course à pied de sa vie et qui vous dit ah bah j'ai l'impression qu'elle est un peu usée. Merci madame, c'est le but d'une veste. Donc est-ce qu'on a envie de revivre ça? Non. Et en 2021, oh Seigneur, merci. Oh, quel bonheur. L'organisation n'a pas vérifié le matériel obligatoire. On venait chercher notre dossard, ça prenait 5 minutes. Oh ah mais moi j'ai halluciné, j'ai eu une érection tellement énorme que j'arrivais pas à passer la porte. 5 minutes au lieu de plus d'une heure, c'était exceptionnel. Donc, forcer les organisations à obliger de contrôler le matériel obligatoire, non, c'est pénible, c'est pénible. Et en plus, après, il y a aussi la manière d'utiliser son matériel, donc finalement, vous ne pourrez jamais résoudre tous les problèmes en imposant ça. Par contre, vous pouvez vous amuser à faire comme pour le dopage. Le dopage, ça coûte extrêmement cher. Donc, est-ce qu'au départ et aux arrivées des courses, on fait un contrôle antidopage à tout le monde? Non, ce serait affreux. Par contre, des fois, il y a des gens, on les suspecte. Voilà, par exemple, Gonzalo Calisto, mon équatorien préféré, grand adorateur de l'EPO. Alors, il aime autant l'EPO que Nicolas Obino aime le sirop de glucose. Hein. Mon petit Gonzalo, il a fait des perfs qui étaient relativement moyennes, pour ne pas dire médiocres, jusqu'à 2015. Et puis en 2015, il a été inscrit à l'UTMB, puis il s'est dit, tiens, je vais prendre de l'EPO pour monter plus vite les bosses. Et ça a bien marché, il a fait 5ème. Alors le problème, c'est que Pierre Sallet, qui est dans la lutte antidopage pour le programme Quartz, il l'avait vu venir, le petit Gonzalo, et il a reçu un contrôle, entre guillemets, aléatoire, mais quand en fait extrêmement ciblé, sur lui, et puis bah voilà, la supercherie s'est avérée. Donc pour le contrôle du matériel obligatoire, bah, ce qu'on peut faire en fait, c'est que le mec passe la ligne, et là d'un coup il y a un bénévole qui fait bah attendez, on va contrôler votre matos. Et puis voilà, tu le fais, je sais pas, tu le fais pour le premier, tu le fais pour le 4ème, pour le 8ème, voilà, 2-3 chiffres au hasard comme ça dans les premiers, et puis ça va calmer tout le monde. Et puis s'il a pas, bah tu le sanctionnes comme ton règlement le disait, alors je sais pas, moi... Il manque la couverture de survie, c'est une disqualification. Il manque la seconde couche, c'est une demi-heure. Tu vois, j'en sais rien. Après, il faut doser, hein, bien sûr. Hein. Vous allez pas abattre toute sa famille parce qu'il a oublié la bande élastique. Donc, il faut faire une sanction raisonnable aussi. Suffisamment forte pour qu'il recommence pas, mais raisonnable aussi. Donc voilà, donc, pour répondre à la question finale,
peut-on considérer cela comme une forme de triche ? Ben, évidemment, c'est pas une forme de triche, c'est de la triche. Il y a un règlement, vous enfreignez un règlement, vous êtes un tricheur. Voilà. C'est aussi simple que ça. 1 + 1 = 2. On vous demande, on vous oblige à prendre un collant dans le sac. Vous ne le prenez pas, vous avez enfreint le règlement, vous êtes un tricheur. Vous vous exposez à la sanction correspondante. Alors oui, vous n'allez pas être sanctionné parce qu'il y a peu de contrôle, parce que ceci, parce que cela. Ah bah oui, non mais moi aussi. Moi aussi, à ce compte-là, à chaque fois que je vais animer une course, je m'emmerde pas. Hein, j'envoie la facture à l'organisateur il me paye, puis finalement, quand je fais ma petite déclaration à l'URSSAF, j'ai mis un chiffre 2 fois inférieur à ce que j'ai gagné. La chance d'avoir un contrôle est faible. Eh bah oui, allons-y. Bah non, mais ça marche pas. Dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Donc, il y a un règlement, on l'applique, on le suit. Après, dernière question de Rémi, est-ce envisageable aussi un matériel obligatoire différent selon la cote ITRA, l'index de performance UTMB ? Non, bien sûr que non, parce que hormis la lampe que, à la limite, ceux qui vont un peu vite, la moitié du peloton, ont besoin, hormis cette lampe, derrière vous avez absolument besoin de tout, parce que toute élite que vous êtes, en fait, si vous vous blessez sur la course, vous tombez, vous faites mal, vous allez attendre les secours de la même manière que le mec qui est finisher, qui est à la fin du peloton. Et je voulais encore répéter, le matériel obligatoire, souvent, il est là pour attendre les secours. Ou alors, si c'est du matériel obligatoire qui est là pour pallier à une condition météo, quand il fait froid en haut du Grand Col Ferret, vous pouvez avoir 900 ITRA, 900 index UTMB, ou ce que vous voulez, ou 600, ou 300, il fait froid pour tout le monde. Alors certes, si vous allez un peu plus vite que les autres, vous passez moins de temps dans le froid, mais regardons les années passées. Est-ce que les élites sur l'UTMB résistent mieux aux conditions météo que le bas peuple, entre guillemets ? S'il y a des élites en dessous, il y a le bas peuple. Et oui, c'est vous qui dites élite, alors nous on dit bas peuple. Je sais pas, moi je trouve cette appellation absolument détestable, le terme élite. Mais bon, visiblement, il plaît à la population. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez vu tous les abandons chez les élites, c'est quand même... Donc les mecs ne résistent absolument pas au froid. Donc oui, ils sont eux aussi obligés de porter ce matériel obligatoire. D'autant plus que, en fait, ils vont pas passer aux mêmes endroits au même moment. Par exemple, sur l'UTMB, vous pouvez dire, ouais, mais au col de la Seine, ils caillent, mais les élites, ils s'y passent pas longtemps. Oui, mais ils repassent de nuit au Grand Col Ferret. Et au Grand Col Ferret, il est 5, 6, 7, 8 heures du mat', ça caille. Ça caille de ouf. Tu descends dans la vallée, à la Foulie, il caille encore. Donc en fait, pendant que toi, tu te traînes à faire le col de la Seigne, le lac Combal, etc., et que t'as froid, l'élite qui est redescendu à Courmayeur et qui s'est réchauffé, c'est encore plus pervers, il s'est réchauffé à Courmayeur, il reprend un deuxième coup de froid vers le Grand Col Ferret, donc oui, il a besoin aussi des couches obligatoires comme n'importe qui. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, amis tricheurs qui ne respectaient pas le matériel obligatoire, voilà. Vous êtes dans l'illégalité et c'est mal, en tout cas c'est pas les valeurs que défend Jésus, notre voilà. Donc voilà, vous êtes dans l'illégalité, c'est pas bien, vous serez punis, mauvais karma. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast, et puis sinon, ce vendredi sur Patreon pour, je rappelle, le petit roadbook nutritionnel de chaque ravito, de ce que je prends pour le Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB. Et si vous n'êtes pas sur Patreon, mais vous voulez quand même suivre la course, bien sûr. Application Live Info. Avec Live Trail, il y a 9 points de passage, donc il y a de quoi se faire plaisir. Salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,
viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.